proposé par M. Ligero, c'est de pouvoir vous proposer 3 conférences autour d'un cycle sur les troubles dans la mythologie grecque. Je ne vais pas oser faire un descriptif de ce cycle-là, tant ça a l'air assez, passionnant, complexe et assez peu, je pense, saisissable quand on lit la description, mais je pense que c'est la manière dont Nikos Ligero propose ces conférences qui est assez intéressante et qui ont des perspectives sur différents plans et sur plusieurs savoirs et plusieurs espaces de savoir et d'intuition aussi peut-être du monde. Voilà, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur la description de ce cycle-là, mais je vais le laisser rappeler les 3 dates et puis les 3 thèmes aussi, pour vous donner rendez-vous la prochaine fois, puis faire venir du monde. C'est vrai que c'est dommage de ne pas être suffisamment nombreux par rapport à cette chance qu'on a d'avoir M. Ligero qui nous fait partager son savoir. Je le rappelle gracieusement, juste pour le plaisir de partager du savoir, c'est tellement rare à notre époque que voilà, je tiens à le souligner. Et puis c'est aussi le moment où on peut justement s'interroger autrement sur le monde qu'on partage. Et en ces temps politiques, je pense que c'est plus qu'urgent. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, et puis de la parole à M. Ligero. Voilà, donc tout d'abord, merci à moi et puis aussi pour la mairie qui permet ce genre de conférence. Alors, la structure, peut-être faire une introduction. Donc, Oreste et Electre, ça va être la première partie. En réalité, ça sera presque une tétralogie, mais on va le faire quand même sur un cycle de 3. Donc, ensuite, il y aura Achille et Penthésilée comme couple. Ensuite, Ulysse et Calypso. Et puis, on terminera par Prométhée et Athéna. Donc, ce ne sont pas des mythes unifiés, même au niveau temporel. Donc aujourd'hui, on va s'attarder énormément sur Oreste et Electre. Donc, vu en tant que duo, donc pas un duo amoureux, puisque là, on a un frère et sœur, mais ça va nous permettre un peu de poser les jalons et de mettre en place le décor de cet ensemble de conférences disons sur une thématique tragique. Alors donc pour ceux qui ne savent pas, en réalité il s'agit de 4 pièces que nous avons écrites sur cette thématique. Donc le style des pièces est un style classique, donc les gens de lettres classiques s'y retrouveront avec prologue jusqu'à épilogue. Donc c'est la même chose en fait aussi pour Oreste et Electre. Alors l'idée c'est quoi ? C'est chaque fois qu'on écrit une pièce de théâtre, et c'est pas Nicolas qui va dire le contraire, en réalité on la contextualise par rapport à son espace temporel. Donc les grands tragiques grecs, donc on va commencer donc par Échille, Sophocle et Euripide. Alors je lance tout de suite la couleur, beaucoup d'estime pour Échille, d'admiration pour Sophocle, et puis voilà. Donc vous comprendrez ce que je pense. Le dernier, donc je me justifierai quand même pour le point de vue. Alors qu'est-ce qui se passe Oreste et Electre, leur période temporelle, si on peut dire ça, c'est évidemment la guerre de Troie. Donc au niveau historique, ça représente comme espace 1250 avant Jésus-Christ. Donc ça correspond en réalité à la période mycénienne. Donc on a commencé ce travail en faisant remarquer le décalage. Alors vous savez, quand les choses sont anciennes, on a l'impression que tout est ancien. Donc si c'est ancien, c'est tout à côté. Alors pour faire pour vous montrer, si vous voulez, l'épaisseur temporelle, donc l'espace qui nous sépare, nous, de Socrate, c'est le même que celui qui sépare Socrate de la première pyramide. Vous voyez ? Donc évidemment, parce que quand on dit la pyramide et Socrate, on a l'impression qu'ils sont tous vieux, et donc ils sont dans le même anciens, on le dit de façon plus noble, mais en réalité on pense à la même chose, on les a écrasés temporellement à un endroit, c'est l'espace ancien. Bon. Et là, ce qui se passe en réalité, c'est que aussi bien Échille, Sophocle qu'Euripide
En réalité, ils sont dans un espace qui est vraiment lointain par rapport au texte. Alors, donc, commençons, vous savez qu'il y a l'Orestie qui correspond à une trilogie. Alors, dans l'Antiquité grecque, sauf s'il y a des spécialistes, je répète pour les gens qui ne connaissent pas bien, dans l'Antiquité grecque, en fait, on fait une trilogie. Et en général, c'est une pseudo-trilogie, parce que c'est souvent une tétralogie, et la quatrième partie est comique. Parce que c'est normal, quand vous avez tabassé votre public avec ce qu'il soit, ce qu'il subit, d'accord, à la fin, on a quand même envie de faire un truc un peu drôle pour qu'il parte. Si vous voulez, au niveau du codage, c'est un peu ce qu'on appelle le happy end. Voilà, il fallait quand même les remonter après. Alors, c'est vrai que dans les tragédies de ce type, quand même, le contexte est difficile, le cadre est quand même terrible, on a vraiment l'aspect tragique qui annonçait la couleur est annoncée dès le départ, donc on sent bien que le public va sortir en se disant c'est bien finalement la société dans laquelle on vit par rapport aux autres. Voilà. Alors donc pour le rendre plus gai, on fait ça. Donc ça c'était dans l'Antiquité grecque, on a évité, puis après on est passé au jeu du cirque, donc là c'est différent, c'était beaucoup plus fonctionnel et plus professionnel, donc du pain et des jeux, donc il y avait tout le théâtre. Et puis là, ça me fait plaisir parce qu'on revient quand même un peu au théâtre de temps en temps. Alors l'idée c'est quoi? C'est que ces trois tragiques, ils sont contextualisés quasiment à la même époque, donc ils sont même contemporains à un moment, et bien ils vont écrire pour leur époque. Et ils vont commettre une erreur horrible pour les historiens, pas pour les pièces de théâtre encore, sauf pour le dernier, eh bien, ils vont écrire sur un monde qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, imaginez que vous écriviez une pièce de théâtre contemporaine maintenant, mais qu'elle soit décalée de vous de 600 ans à 700 ans. Voilà, et vous dites, voilà, ça se passait comme ça. Donc, c'est bien parce que maintenant, dans la littérature, ça se fait à fond, et comme en général les gens sont incompétents, ne connaissent pas l'époque, ça ne les gêne pas non plus. Et puis le problème ensuite, c'est qu'en 1952, on a découvert ce que faisaient les Mycéniens. Donc c'est le problème du déchiffrement du linéaire B, et on a enfin pu lire les tablettes, et on a en réalité depuis 1952, en tout cas au niveau des chercheurs, on connaît bien mieux le monde mycénien que les trois tragiques. Alors donc pour donner des exemples concrets, histoire de ne pas être dur de façon injuste, vous commencez donc à lire la pièce Electre. Donc je commence par celui que j'admire, donc vous voyez, je joue en contrepoint. Ben, vous lisez la première page d'Electre, voilà, vous la lisez attentivement, et puis en même temps, si vous êtes allé un peu en Grèce, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des problèmes. Alors c'est très simple le problème, vous avez tous vu la porte d'entrée, la porte d'Hélione, donc à Mycène. Et alors imaginons qu'elle soit là, la porte, que vous ayez un point de vue dimensionnel. Donc si la porte est là, en réalité à gauche vous avez un mur. C'est le mur de rempart, et sur la droite, vous avez l'étendue. Donc ça commence mal pour Sophocle, puisque en fait il dit que c'est à gauche qu'on voit. C'est normal parce qu'il ne sait même pas où se trouve Mycène. N'oubliez pas que c'est des fouilles de Schliemann, donc en fait, alors évidemment, s'il avait eu un peu de peau, il aurait dû à droite, il aurait dit voilà, il savait, mais non. Voilà, donc en fait il dit que c'est à gauche. Et puis après il commet une erreur un peu plus technique, c'est qu'il parle de la statue d'Aphrodite. Donc il dit que quand on rentre, il y a toute une série de statues, et il y a la statue d'Aphrodite. Alors Aphrodite n'existe pas dans le monde mycénien. C'est une déesse relativement contemporaine. Alors pour les gens qui sont plus de la culture classique, mais pas mycénienne, et il y a un autre problème qui a été découvert en 1992, cette fois, c'est que longtemps, Nietzsche l'a très bien décrit dans l'histoire de la tragédie grecque, on pensait que Dionysos était un dieu récent. Or c'est faux. Et c'est tellement faux que c'est transcrit sur une tablette en linéaire B, donc découverte sur le site en Crète. Donc en fait, vous avez écrit le texte, c'est écrit Dionysos. Donc c'est un dieu, n'oubliez pas qu'il normalement il n'appartient pas aux 12, donc en réalité il a été oublié, alors qu'il était avant. Aphrodite n'était pas encore là, il y avait déjà Athéna par contre. Et vous pensez bien maintenant que quand on dit ça pour les gens qui font des lettres classiques qui ne sont pas au courant de ce type de recherche, ils continuent encore à dire que Dionysos est un dieu récent quand même. Hein. Donc ça
aussi bien en France qu'en Grèce, ne vous inquiétez pas, c'est la polyvalence de l'ignorance s'étale partout. Donc, et pourtant, on est quand même en 2012. Donc ça fait quand même 20 ans qu'on a découvert que le dieu Dionysos existait, et on continue quand même à dire qu'il est quand même encore récent. Et donc c'est difficile aussi de remettre en cause les positions de Nietzsche, mais Nietzsche, c'était pareil, il faisait de la philologie, donc on lui avait dit ça, et il analyse par rapport à ça. Donc, notre idée, pour reprendre Oreste et Lettres, alors vous voyez d'abord qu'il y a plusieurs pièces qui ont cette même thématique. Fait plus surprenant, par exemple, pour Euripide, et là vous allez comprendre pourquoi je suis si suspicieux par rapport à lui, c'est qu'en fait, il y a deux pièces qui concernent le même sujet. Donc, pour ceux qui sont sensibles au théâtre, normalement, vous avez tout de suite des doutes. Comment ça se fait que quelqu'un qui est écrivain de pièces de théâtre prenne le même sujet pour écrire deux choses différentes? Donc, si c'est différent, c'est forcément qu'il y en a une des deux qui ne parle pas du vrai mythe. Mais on peut faire plus fort, on peut faire deux qui ne parlent pas du vrai mythe. Alors, c'est une spécialité d'Euripide. Euripide, c'est vraiment le créateur de mythes faux, mais qui tiennent bien quand même. Alors, payé en talent. Donc, quand on n'a pas de talent, on est payé en talent, mais on peut être efficace. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous connaissez tous Médée. Si on vous demande une caractéristique de Médée, la plus courte possible, ben, ça sera qu'elle a tué ses enfants. C'est faux. Voilà. En fait, c'est les Corinthiens qui ont tué ses enfants, c'est les Corinthiens qui ont brûlé le temple, et c'est les Corinthiens qui ont demandé à Euripide de changer le mythe et de dire que c'est Médée qui est la coupable. C'est quand même formidable, et ça, on se rend compte finalement que le théâtre est plus fort que la réalité, puisque vous êtes maintenant vous êtes entre les deux maintenant, mais vous étiez jusqu'en 2012 dans l'espace théâtral qui n'existe pas, et ça dure quand même depuis quasiment 2500 ans. Donc ça, quand même, ça valait le coup. C'est pour vous dire aussi que quand on connaît ce genre de choses, alors on sait exactement même la somme qu'il a reçue, c'était un salaire normal, et il fallait à tout prix faire pour qu'il gagne le concours, que ça passe, et que ça soit crédible dans quel sens, pour montrer que c'est vraiment la description du mythe. Alors un autre exemple classique, par exemple pour Clytemnestre, qui est plus près de notre sujet, Clytemnestre, au départ, elle était un peu plus simple, la vraie. Et puis au fur et à mesure des textes, elle est devenue de plus en plus mégère, jusqu'à devenir abominable. Voilà. Alors, donc, on a une pièce de théâtre qui existe, qui est une pièce, alors là ça va vous surprendre, vous ne serez pas déçus parce que vous ne l'avez pas lu, mais parce qu'elle existe en fragment. Donc c'est une pièce de Phryxios. Donc Phryxios, en fait, c'est le premier qui va écrire sur le mythe, l'Orestie. Et il va être un peu oublié, et on va avoir des traces de son existence par les commentateurs, qui vont dire, voilà, c'était très beau ce qu'il avait écrit, tel passage, et on a des passages dans les commentateurs. C'est à peu près l'équivalent d'Héraclite, où on a juste des fragmenta à partir des commentateurs. Donc, on sait qu'il y a un mythe, on sait comment il est décrit, et on sait aussi comment il va évoluer. Alors, je vous donne encore un autre exemple, avant de passer à notre point de vue de ce soir, et ça va rejoindre aussi la thématique de la troisième conférence par rapport à Prométhée. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on écrivait des trilogies. Donc, des trilogies, puis un quatrième morceau comique. C'est pareil pour Prométhée. Alors, vous connaissez tous Prométhée enchaîné. Le Prométhée enchaîné, c'est simplement une des parties de la trilogie. Voilà. Parce qu'en fait, on a aussi le Prométhée qui va être réconcilié. Donc, on a un moment de résistance, la première partie. Ensuite, on a le premier, donc Prométhée enchaîné. Donc, il est condamné par Zeus. C'était son conseiller, hein, c'était son conseiller stratégique. N'oubliez pas que c'est Prométhée qui aide Zeus pour devenir dieu des dieux. Hein. Parce que vous vous rappelez que dans les titanomachie et les gigantomachie, il va avoir des problèmes, tellement de problèmes, c'est ce qu'on appelle démembré. Donc il va être découpé, et c'est Prométhée qui va le recoudre. C'est assez intéressant d'essayer de se rendre compte de ça.
Et donc la troisième partie, ils sont réconciliés. Donc c'est vraiment la volonté de dire, donc ça c'est de la part d'Échille, c'est quoi? C'est qu'il y avait déjà des temples pour Prométhée. Donc les temples des dieux classiques commençaient à trouver que c'était pas bien que Prométhée apparaisse aussi souvent. Donc ils ont voulu le réabsorber. Alors comment ils ont fait? Ils ont dit, on va écrire une pièce de théâtre où dans la troisième partie, tout le monde se réconcilie. Donc il appartient au pouvoir. Et l'opposition, si vous voulez, entre l'essence et le pouvoir va disparaître dans la troisième partie pour montrer que, après ce moment de révolte, qu'on Prométhée enchaîné, condamné donc, eh bien, finalement, il est retourné sous le joug de Zeus. Alors, c'est là où c'est beau, l'humanité se venge de la société, parce que l'humanité, évidemment, a oublié les deux autres parties. Et elle nous a gardé que la partie qui est la plus vraie, c'est-à-dire Prométhée enchaîné. Donc, ce problème de la révolte, une position par rapport à l'humanité, l'homme, par rapport au Dieu. Et donc, cette volonté de la part d'Échille et de ses contemporains a échoué. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas lui en vouloir. Point de vue formel et conceptuel. Donc, pour Oreste et Electre, quand on a voulu traiter, si vous voulez, cette thématique, d'abord, vous pouvez remarquer que dans les textes classiques, on ne met jamais deux personnages en vis-à-vis. C'est-à-dire que c'est soit l'un, donc c'est soit l'Orestie, avec les Euménides, Coléphore, d'accord, Oreste, soit c'est Electre. Voilà. Donc on peut avoir aussi la version avec Hélène, etc. Donc notre point de vue, c'était de dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors pourquoi affirmer ça? Donc d'abord, revenons un peu à des processus de psychologie. Vous savez qu'on a le complexe de type, et puis l'équivalent féminin, c'est le complexe d'être. Donc c'est utilisé même en psychologie à l'heure actuelle. Donc c'est la fille qui aime le père. C'est pas des acteurs. C'est génial. Voilà, comme quoi dans une tragédie, il y a toujours un aspect comique. Et c'est vrai, même dans ces tragédies, dans les pires moments les plus noirs, on a toujours un petit aspect comique. Donc on remercie Amélie de contribuer à cette tradition, donc de créer un espace comique dans la tragédie. Donc, et l'idée donc de les mettre en juxtaposition, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que finalement, c'est une sorte de duo. Alors, qu'est-ce que je veux dire par duo? Un duo asymétrique, donc bipolaire. Alors, pour donner un exemple peut-être plus concret, prenons Socrate et Platon. Si Socrate n'existait pas, Platon n'aurait pas de sens. Si Platon n'existait pas, on ne connaîtrait pas Socrate. Oui. Voilà. Donc si vous voulez, si vous êtes plus chrétien, l'idée c'est pareil avec Jésus et Saint Paul. Oui. Donc je sais bien que ça peut vous paraître un peu caricatural, mais n'oubliez pas qu'on est quand même dans un espace hors espace sémitique, juif, arabe, etc. Donc on est dans un espace de l'Europe, et celui qui va faire christianiser l'Europe, ça va être en fait Saint Paul qui va être le premier à parler à des gens qui sont non juifs, non de la région. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est le problème du médiateur et du média. Donc je dis ça dans une pièce, disons, comique aussi, pour vous rendre compte sur quel est mon point de vue là-dessus, c'est si vous écoutez Dieu à la radio et vous n'avez accès que à la radio, la radio devient sacrée. Oui. C'est normal parce que c'est le médiateur principal. Donc essayez de prendre ça de façon plus contextuelle, c'est simple, c'est la Bible. La Bible, elle est sacrée. Pourquoi elle est sacrée, la Bible? En tant qu'objet? Oui, même en tant qu'objet. Parce que finalement, c'est le seul accès. Donc, là, c'est aussi la même chose qu'on peut trouver, si vous voulez, avec Oreste et Electre.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Electre n'existait pas, eh bien Oreste n'aurait pas de sens. Si Oreste n'existait pas, on ne connaîtrait pas Electre. Oui, c'est ce duo dipolaire que je voudrais mettre en évidence, parce qu'en fait, quand on rejoint simplement Electre par rapport à Agamemnon, parce qu'Agamemnon est tué, hein, bon. Mais donc imaginez que tout se passe bien pour les gens qui tuent. Donc il tue Agamemnon, et puis après, Electre, de toute façon, elle tombe dans l'oubli, et Chrysothémis, de toute façon, elle est en langage plus commun, une poule mouillée. Parce que même dans l'Antiquité grecque, on a des poules mouillées. Il faut bien que quelqu'un dise que c'est bien le pouvoir, même si on est contre. Voilà. Donc on est tout contre. Ça fait un peu, vous savez, des femmes, je suis contre, etc. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il faut un élément de résistance et en même temps un élément de sacrifice. Donc, c'est des valeurs qui sont très importantes dans l'histoire de l'humanité. Alors, le moment de sacrifice, bien, c'est justement Electre. Le moment de résistance, c'est justement Oreste. Une résistance victorieuse. Parce qu'attention, ça présuppose aussi une victoire. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, est-ce que c'est pas remis en cause par le mythe d'Antigone? Quand Antigone, elle meurt. Oui, mais justement, si vous réfléchissez bien, en réalité, Créon fait tout pour qu'on sache qu'elle meurt, condamnée. Donc en fait, on fait tout pour diffuser. Pour donner un autre exemple à la fois. Donc par exemple, le temple qui est brûlé par Érostrate, une des 7 merveilles du monde, quand il est condamné, on lui coupe la langue et on interdit à tout le monde de parler de son nom. Parce qu'on veut qu'il tombe en oubli. Alors pourquoi? Parce que Érostrate, dès le départ, il dit « Moi, je vais brûler le temple pour devenir célèbre. » Oui, il l'annonce. C'est un peu à la Kirillov, ça. Alors, le pire, c'est qu'il réussit. Je vous rappelle que même dans l'espace français, Érostrate fait partie des textes de Jean-Paul Sartre. Donc, où c'est mentionné qu'il disait qu'il allait brûler l'une des 7 merveilles du monde pour être célèbre. Il a été condamné, on a interdit à tout le monde de mentionner son nom, et il est quand même là. C'est fou quand même. Hein, bon. Donc, c'est cet aspect-là que j'essaie de vous dire, c'est pas l'équivalent avec Antigone. C'est-à-dire que si Oreste n'était pas revenu, qui aurait pu parler des lettres? Égiste? Clyténèse? Le peuple? Chrysothémis? Non, tout le monde se serait mis d'accord. En fait, donc, elle a une grande phase où on considère qu'elle est quasiment déprimée, isolée, quasiment folle. On l'utilise beaucoup dans la pièce de Sophocle, mais même en fait dans Échille. Et puis alors, l'autre problématique plus globale, c'est que vous savez qu'on a des personnages qui sont muets. Alors, les personnages muets, par exemple Pylade, donc le grand ami d'Oreste, vous avez tous compris que je pars du principe que vous connaissez tous les pièces, on est d'accord, hein, donc on ne va pas le faire. On va inventer. Alors, Pylade, c'est le symbole de l'amitié. Mais c'est le symbole de l'amitié muette. C'est un personnage muet. Donc, notre point de vue aussi, en écrivant la pièce, c'était de dire qu'est-ce que dirait un ami. C'était très difficile ce contexte-là. Des fois, vous savez, quand on est bon dans le muet, dès qu'on lui dit de parler, on dit c'était bien dans le muet quand même. Voilà. Donc maintenant, on est dans une époque où des fois on refait du muet, donc il y a même des Oscars, mais c'est plus facile en fait, hein, si vous réfléchissez bien, parce que ça revient à couper un morceau. Alors que quand vous faites de la voix, ça revient à donner un morceau et donc un espace sonore qui peut être dangereux s'il est mal traité. Donc dans ce cadre-là, pour vous rendre compte, même le prénom d'Oreste, donc Oreste, qui serait Oreta en mycénien, existe aussi, on peut le trouver, donc une occurrence. Et Electre aussi est un prénom très ancien qui a donné Électron, Électronium,
et l'électron que vous connaissez aussi en France. Donc, l'électricité, c'est le mot électre. Donc, et c'est assez intéressant parce que quand on a la très lourde électricité, c'est l'espace, l'électricité statique, ça provient justement des forces de frottement. Donc c'est assez intéressant parce que l'ambre aussi, vous voyez les comboloïdes en Grèce, c'est ça, c'est l'électron. Voilà. Elle représente une force de frottement pour le pouvoir. Alors le pouvoir donc est bien en place. Et aussi, alors, on a un autre problème, c'est le sacrifice d'Iphigénie. Vous vous rappelez qu'ils ont le droit de partir que si Agamemnon accepte de sacrifier sa fille, alors pour y arriver, il fait une manœuvre absolument horrible, c'est-à-dire qu'il va inviter sa fille pour se marier avec Échille. Donc la fille et Clytemnestre vont au mariage. Et petit à petit, elle découvre en fait qu'il n'y aura pas de mariage. Et elle va même être sacrifiée. Donc ça c'est le début du mythe, si vous voulez. Alors au départ, en Grèce c'est toujours pareil, on a toujours un début avant le début. Vous voyez? On vous dit, bah, c'est bon, ça démarre là. Non, ça démarre là parce qu'il y avait déjà une raison avant. Hein, c'est le mythe des Atrides, donc ça commence très très tôt. Donc en France, le seul équivalent que vous ayez, c'est les rois maudits. Voilà, ça fait quand même 13 générations, donc voilà. Bon. Mais bon, des fois, en fait, vous suivez les rois maudits, mais des fois, les gens ne savent plus pourquoi ils étaient maudits. Voilà. Donc, parce que c'est le problème de la malédiction. Hein. Après, on ne sait plus pourquoi, quelle raison. Donc, Jacques Desmoulins ne revient pas toujours à l'esprit. Les 13 générations aussi, c'est une thématique qu'on va retrouver, ça va être les 13 générations de condamnation de Prométhée. Il va être enchaîné 13 générations. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il ne va pas être libéré. Il est libéré par Héraclès avec un subterfuge magnifique de la part d'Athéna, puisqu'elle ne peut pas remettre en cause l'espace du pouvoir. Donc il faut forcément qu'il soit enchaîné à un rocher. Alors qu'est-ce qu'elle va faire pour résoudre le problème? Et ça c'est l'espace aussi grec au niveau de la réflexion et du raisonnement uniforme. Eh bien, elle va lui dire de porter une bague de pierre. Donc il va être enchaîné toute sa vie à un rocher. Et simplement c'est un rocher de très petite taille. D'ailleurs vous retiendrez dans votre tête que c'est du métal, mais essayez de vous rappeler de quand ça vient et pourquoi c'est fait. Voilà. Bon. Donc, pour vous dire qu'il y a des choses quand même anciennes qui caractérisent, si vous voulez, l'espace et la dimension humaine. Et là, notre point de vue, c'était de dire aussi le problème de la rivalité. Alors, donc, on a un mythe qui commence, on part un problème, donc les Atrides, il va continuer à engendrer de plus en plus de problèmes. Et ce qui est vraiment caractéristique de l'espace tragique, c'est que les acteurs sont tragiques simplement parce qu'ils sont là. Ah, je vois, je vous ai laissé tout seul. D'accord, je la refais. Par exemple, dans un génocide, il y a des gens qui sont génocidés parce qu'ils sont ça. Et puis il y a des gens qui sont éliminés, pas génocidés, parce qu'ils sont résistants. Oui, alors c'est ce qu'on appelle les justes. Camus, etc. Donc, la position, c'est de dire qu'il y a des gens, c'est parce qu'ils sont comme ça. D'accord? Donc ils sont contre le pouvoir simplement parce qu'ils existent. Et c'est le problème tragique. En réalité, les premiers sont parce qu'ils ont fait quelque chose. Les autres, c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce qu'ils sont là. C'est pire. C'est simplement parce que c'est le fils du machin, qui a fait un crime. Donc le fils est coupable. Et donc vous avez un problème aussi par rapport à la Grèce, dans l'Antiquité. On n'est pas tellement gêné par le fait qu'il n'y a pas de commencement clair, mais on aime bien quand ça s'arrête. Et donc à un moment, il faut décider comment ça va s'arrêter. Parce que si vous avez deux clans
l'un tue parce que l'autre a tué, l'autre tue parce qu'il a tué, et ça continue, à un moment, c'est comment s'arrêter. Voilà. Et donc, il faut que ça s'arrête à Oreste. Ça veut dire. Alors, le problème, c'est, bon, ça pourrait être Oreste, ça pourrait être n'importe qui, et c'est pour ça que c'est important ce mythe. Et là, on va voir le positionnement dans l'Antiquité grecque. Ça va être, qui est important, c'est la femme ou l'homme. Vous allez me dire, mais comment ça peut intervenir là? Ça peut intervenir parce que justement, ça va s'arrêter sur Oreste, alors qu'il commet comme le pire des crimes, c'est tuer sa mère. C'est pas simplement tuer quelqu'un de la famille Toutmuche, hein. C'est vraiment sa mère. Donc, il faut que ça s'arrête avec un paroxysme et que ça soit net. Donc, il y a une intervention des dieux. C'est pas génial, c'est pas pour rien. Alors, le problème, c'est que les dieux, il faut qu'ils se positionnent. Et se positionner, on va avoir l'intervention, attention, parce qu'il faut qu'on donne raison à l'homme et pas à la femme. Parce que si on donne raison à la femme, donc le Clytémnestre, c'est qu'elle a fait ça parce qu'on a tué sa fille. D'accord? C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans le texte. Hein. Et donc après, on va avoir Oreste qui dit il a fait ça parce qu'elle a tué son père. Bon. Alors, pour Clytémnestre, c'est assez abstrait parce qu'il l'a fait tuer, alors qu'après ça devient je l'ai tué. Et ensuite, avec Oreste, c'est je tue la mère. Et c'est assez important aussi parce que vous allez remarquer que dans le texte, on précise bien que Oreste et Electre tiennent l'épée au moment de l'exécution ou de l'assassinat, ça dépend de quelle position vous avez. Voilà. Donc maintenant, il faut trouver un autre subterfuge qui va s'expliquer par le contexte social. Alors on a une opposition à cette époque entre Athènes et Sparte, qui n'a rien à voir avec l'espace mycénien. Bon. Alors à Athènes, ce qui est important, c'est le père. À Sparte, ce qui est important, c'est la mère. Pour l'hérédité, si vous voulez. Et donc, évidemment, les tragiques sont athéniens. Donc, ils ne pouvaient pas donner raison à une femme. Parce que ça voudrait dire que dans la lignée, ce qui est important, c'est la femme. Donc, ils n'en veulent pas de ça. Ils veulent montrer que c'est l'homme. Alors, pour faire ça, il faut trouver un subterfuge. Alors, vous vous rappelez que les subterfuges, je vous pose une colle là. C'est pas bien de ma part, oui. Non, moi je donne souvenir que c'était la loi qui devait triompher, qu'on ne devait pas se venger personnellement. Oui, mais ça c'est quand on y arrive après. Le problème c'est qu'il faut bien que les avocats fassent le travail. C'est la loi sacrée. La fin de la vengeance personnelle. Non. Il y a une superbe avocate qui s'appelle Athéna. Mais oui, ça c'est pas parce que c'est ça, c'est parce que c'est une femme. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'ils ont pris une femme, une déesse, pour justifier que ce n'est pas les femmes qui ont raison, c'est bien les hommes. Parce que si ça avait été par un homme, c'est normal. C'est Mars qui a fait ça, c'est Arès, etc. Je dis Mars pour démarrer. Donc, c'est quand même Athéna. Et je trouve justement, c'est assez révélateur aussi de l'espace de justice. Hein, parce que, on a toujours de la justice aussi en France. On dit la justice. On dit les avocats, bon, ils peuvent même défendre un coupable. Mais enfin, il faut être cohérent. On incorpore bien les avocats dans l'espace de justice. Le juge, c'est simple, c'est algorithmique. Il y a la loi, et il dit que c'est correct, c'est pas la loi, etc. L'avocat, c'est pas du tout algorithmique. Tout est permis. Si on peut le lire de façon pour faire une herméneutique, passer en fait un espace exégétique, etc., on peut dire que la loi dit ça, mais en réalité, il faut l'interpréter comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la vraie loi. Et ça, c'est la loi formelle. Bon. Et là, c'est un peu pareil. Tout le travail de l'avocat est fait par Athéna. Et on va avoir la thématique, c'est qu'est-ce qui est important? C'est le champ ou la graine? Oui, jusqu'à où ils vont, hein, c'est vraiment, parce que donc la femme est représentée comme le champ et l'homme c'est la graine. Donc,
problème, c'est quand on cultive la racine de la graine ou une résurgence du champ. Le voilà. André. L'homme. Alors, et justement, le positionnement, c'est de se dire que le plus important, c'est la graine, et pas la terre. Et donc, ça, on va commencer par, c'est souvent comme ça en Grèce, on commence par une métaphore sur laquelle quasiment tout le monde est d'accord. Et puis, c'est comme l'espace mathématique, c'est si vous donnez le doigt, après c'est ça, et après vous dites, ah oui, je suis d'accord. Bon, alors à partir du moment où vous dites, est-ce que c'est important la terre ou la graine? C'est très simple. Vous mangez de quoi? Premier argument, dont tout de suite, si on est de la terre, on se dit, tiens, ça va nous énerver. Voilà. Et deuxième argument, vous conservez quoi? Les silos, les amphores. Vous voyez, donc, ce qui est important, c'est l'espace de la graine. Donc, à partir du moment où ils ont résolu ça, ou dans le procès, hein, ça, ils vont dire, ben voilà, la graine, c'est comme. Donc, c'est ce qu'on appelle un transport de structure. À partir du moment où on s'est accordé sur un point, on fait une projection, on affirme qu'elle est fidèle, on a un transport de structure, et là, on dit finalement que c'est important de dire que la domination, c'est quand même de ce côté. Donc, on a le droit de clore avec Oreste. Alors, il n'aura pas le droit de clore de façon claire, donc il y aura quand même des élimines, mais il va quand même être libéré après un passage, on pourrait appeler ça le purgatoire. D'accord? Donc on sait que c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il devait le faire. Et là, on a le problème du droit, qu'on ne voit pas bien en France, on dit il faut. Il y a une différence entre il faut et on doit. Et souvent, on considère que c'est équivalent. C'est pas du tout équivalent. Parce que l'un, c'est, en grec, on a prepo. C'est deux différentes choses complètement différentes. Qui dit, l'un, c'est la nécessité et l'autre, c'est la déontologie. Donc, on vous dit, il faut faire ça, parce que c'est un ordre. Ça, c'est simplement la nécessité de base. C'est pas du tout parce que c'est bien de le faire. Et cette opposition-là, vous la retrouvez très bien dans Antigone. Vous voyez, pour que je sois plus clair. Donc Antigone dit tout défunt doit avoir une sépulture. Voilà. Tout défunt doit avoir une. Vous finissez par arriver par la clepsydre. Voilà. Donc tout défunt doit avoir une sépulture et il considère que c'est une loi. Voilà. Lui, Créon, dit ce qui est la loi, c'est ce que je dis. Donc on a une différence, vous voyez, entre valeur, d'accord, donc axia, l'axiologie, donc la branche de la philosophie qui s'intéresse aux valeurs, et les principes. Deux choses complètement différentes. Alors en fait, on dit par exemple, il a cheval sur ses principes. Mais on sent bien que ces principes sont complètement formels et sociaux. Or, les valeurs sont censées être humaines et diachroniques. Donc, Antigone va dire à Créon, qui es-tu toi pour changer les valeurs et imposer des principes? Alors que lui, il va considérer qu'Antigone est contre les lois de la société, donc elle doit être condamnée. D'ailleurs, elle est condamnée et elle est mise à mort. Elle est condamnée pour de vrai. Donc, c'est un peu ambigu aussi. Donc là, c'est pareil. Le problème, en fait, c'est qu'on a si vous voulez, une concaténation, peut-être une juxtaposition de nécessité. Il faut, parce que c'est la tragédie. Et à un moment, on doit terminer. Il faut qu'on doit. Qui va être on doit? Donc ça va être Oreste. Et ça va être Oreste aussi grâce à Électre, parce que Oreste va délivrer Électre.
exemple, pour une prise d'otage. Bon, par exemple, vous avez une prise d'otage, la police intervient, l'otage est libéré, mais dans la libération, la personne qui l'avait pris en otage est morte. D'accord? Ce schéma. Bon. Donc en général, vous savez bien, on ne va pas accuser parce que justement, on a libéré l'otage. Bon. Vous prenez exactement le même contexte, vous effacez l'otage. Tout de suite, ça s'appelle un crime. Remonter l'otage, c'est une libération. Crime, libération. Et ça, c'est exactement la même chose. Imaginez par exemple que Oreste revient comme ça, et qui tue la mère. On voit que c'est quand même barbare. Or, vu comme c'est annoncé, c'est qu'en fait, il vient libérer la sœur du joug de la mère, qui lui a imposé de vivre cette vie, alors qu'en fait, elle va tuer son père. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, si on n'a pas à l'être, Oreste perd son sens, et même il n'est même pas, c'est même pas perdre seulement son sens, c'est-à-dire qu'il y a une absence, c'est qu'il est dénaturé. C'est exactement, donc, si vous voulez, les gens du RAID qui, par exemple, font libérer une prise d'otage où il n'y a pas d'otage. Imaginez. D'accord? C'est d'un seul coup. On dit par exemple, il y a quelqu'un qui a été pris, voilà, tout le monde vient le sauver, et en fait, au moment où il rentre, donc il tue la personne et puis on se rend compte qu'il n'y a pas d'otage. Ah ben là, au niveau judiciaire, parce qu'ils vont commencer à leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas vérifié qu'il y avait un otage? Est-ce que vous saviez qu'il était vivant ou pas? Etc. Donc, c'est intéressant parce que, si vous vous rappelez bien, Oreste vérifie quel être est vivant. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est très important en mythe. Vous savez, quand on lit les mythes comme ça nous fait plaisir. Bon, surtout on les lit en grec ancien, on est déjà content de le lire, donc ça fait. Voilà. Puis on n'analyse pas en fait toutes les structures qui ont été mises en place pour justifier la fin. Donc en fait, une tragédie, c'est écrit à l'envers. On sait déjà comment il faut que ça se termine. Comment on doit la terminer. Donc après, il faut qu'on positionne les gens de cette façon. C'est pas du tout dans l'art du roman, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui aiment le roman, justement, Kundera dit il faut que le romancier soit moins intelligent que ce roman. S'il est trop intelligent, il ne peut pas faire du roman, parce qu'il va prévoir. Il va tellement prévoir qu'à la fin, il est lassant. Oui. Donc il prend l'exemple, justement, de Tolstoï avec Anna Karenine, qui au départ, elle est comme ça, et à la fin, elle est bien. Parce qu'au fur et à mesure qu'il écrivait, ça a débordé, ça a pris une autre dimension. Les Misérables, Jean Valjean. Au fur et à mesure, il devient de... Et puis en plus, comme on est une période un peu feuilleton, donc on a même les lecteurs qui interviennent. Donc on a par exemple une lettre d'une dame connue d'ailleurs, la femme de Carate de Doré, un mathématicien grec, qui écrit à Victor Hugo, faites-lui terminer bien. Hein? Tu vois, ne le tuez pas comme ça, lâchement, je sais pas quoi. C'est intéressant. Donc, et Hugo répond, Hugo. Il dit je ferai mon possible. C'est formidable, c'est l'écrivain. Bon, je ferai, il y a des conditions sociales, mais je ferai mon possible. Voilà. Donc il faut imaginer, en Grèce, d'abord, bon, ça ne va pas faire plaisir à Nicolas, mais le théâtre est gratuit. Gratuit. Donc, en fait, c'est celui qui organise, qui fait venir les gens gratuitement. Enfin, comme la mairie qu'on fait. Et en général, c'est des mécènes. Parce que quand c'est gratuit, il faut que quelqu'un ait payé quelque part. Forcément. Alors, en fait, on a une conférence gratuite, mais enfin, les lumières, c'est à nuit. Ouais. Si on passait directement à la gratuité, on ferait ça de nuit. Bon. Et donc, on joue beaucoup avec le public et comment ça va être primé. N'oubliez pas que la structure est beaucoup plus petite. Vous avez vu Épidore, d'accord? Épidore, c'est quand même assez grand, hein, 14 000 places. Hein. Donc, pour vous rendre compte, Fourvière, c'est autour de 5 000. Donc, 14 000, enfin, 5 000 à l'heure actuelle, vous vous rappelez, c'est sectionné. Donc, 14 000 places, ça permettait de faire vivre ou pas. Par exemple, quand Aristophane fait jouer les nuées, où il critique Socrate, Socrate est dans l'assistance, il se lève.
Il dit c'est moi. C'est magnifique quand même. Imaginez ça pour un homme politique. Vous faites une satire, vous voyez, Nicolas monte une pièce, et c'est contre, bon je ne donne pas de nom en ce moment, et d'un seul coup la personne se lève et dit c'est moi. Ils font quand même une grandeur d'âme, hein. Vous faites ça à 14 000 personnes. Voilà. Donc, il faut bien vous rendre compte que c'est très vivant et c'est vraiment contextualisé dans le cadre de l'époque. Donc, leur problème, ce n'était pas vraiment comment ça se passait dans l'Antiquité mycénienne. De toute façon, ils n'arrivaient même pas à lire, ils ne savaient même pas. Donc, leur problème, c'est comment le remettre dans le cadre Athènes-Sparte. Il fallait que Athènes, la cultivée, trouve un moyen de faire passer des messages qui soient à l'encontre de Sparte, la guerrière. Bon. Donc, dans ce cadre-là, l'opposition, si vous voulez, qu'on pouvait avoir initialement entre, par exemple, Électre et Clytemnestre, va devenir petit à petit un duo entre Électre et Oreste. Oreste, pour pouvoir terminer, il faut qu'il soit parfaitement innocent. Pour être parfaitement innocent, il faut être accusé de quelque chose. J'ai jamais posé cette question sur l'innocence. Si vous êtes innocent, normalement, vous n'avez jamais rien fait. On s'en fout de vous. Vous voyez? Si vous êtes ce qu'on appelle des vrais innocents, c'est ceux qu'on a accusés à tort. Si personne ne vous accuse, vous ne pouvez pas être innocent. Et ça, c'est formidable. D'accord? Donc, vous voyez exactement, c'est le problème des génocides. Les gens qui sont victimes, c'est des innocents. Avant le génocide, ils n'étaient pas innocents. Pourtant, c'était les mêmes. Voilà. Donc, il fallait à tout prix prendre un innocent. Oreste est innocent. Pourquoi? Parce que dès sa naissance, il est accusé. Dès sa naissance, on va essayer d'éliminer, parce qu'on part du principe qu'il pourrait potentiellement être celui qui va prendre la revanche. Et donc, dès sa naissance, on le fait fuir. D'accord? C'est Électre qui va aider à la fuite de l'innocent. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est la thématique, et là vous allez être surpris, c'est comment la victime peut devenir juste. Alors, donc, je reprends là ce schéma. Hein. Pour être innocent, il faut être accusé. Et à partir du moment où vous êtes innocent, pour devenir juste, il faut faire quelque chose. Mais il faut commettre au moins un crime. Alors, je vous donne un exemple peut-être un peu plus concret, parce que c'était l'anniversaire du génocide des Arméniens. Donc Talat Pacha a organisé le génocide des Arméniens, et puis il va être exécuté en 1921 par Sogomon Télérian, en pleine rue, dans Berlin. Revolver. Devant tout le monde, hein. Il ne s'est même pas caché, donc on l'a attrapé devant 7 personnes, il y avait au moins. Il va avoir 3 avocats, le procès va durer 3 heures, procès tribunal de Berlin, et il est innocenté. Donc, dès le départ, tout le monde sait bien que c'est lui coupable. Vous voyez? Mais en fait, ils vont le recontextualiser, c'est-à-dire que les avocats vont dire est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est une victime qui est un survivant du génocide, que celui qui a programmé le génocide, c'était la personne qui l'a tué, Talat Pacha. On a après une comparaison entre crime contre l'humanité et crime. Et là, c'est un peu ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour pouvoir terminer, il faut prendre un innocent, donc qui est accusé. Retenez bien ce type de schéma mental, c'est comme l'Oedipe. Hein. L'Oedipe, on lui perce les pieds. Hein, vous vous rappelez, l'Oedipe, ça veut dire les pieds enflés. Donc, il est jeté, et finalement, il revient. Voilà. Donc, on prend un innocent qui a été accusé à tort. Cet innocent va grandir en exil. Il va revenir sauver sa sœur, qui ne le reconnaît pas. Vous vous rappelez? Donc, c'est le problème aussi de la séparation des enfants. Donc, ça fait un autre crime aussi. Et pour sauver sa sœur, il est obligé de tuer l'amant de sa mère et sa mère. Alors, si c'était juste l'amant de sa mère, allez, ça irait.
On pourrait le faire en Corse, en Sicile, personne ne dirait rien. Mais sa mère, c'était très important, et il fallait au moins que ça monte à ce niveau-là. Et après, donc, on va avoir le problème des ethnies. Donc vous voyez qu'en termes de structure et d'espace mental, c'est relativement complexe, et en fait c'est vraiment bien échafaudé, et c'est pas simplement un texte linéaire où on s'est d'un seul coup dit, bon voilà, il faudrait quand même quelqu'un noir à la fin, c'est vraiment une tragédie, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une vision programmatique. Et ça c'est très important dans le cadre, si vous voulez, de la vision d'une tragédie, c'est qu'il faut qu'il y ait un algorithme. Il y a un processus inébranlable qui se met en place. Dès qu'il est démarré, hop, l'un implique l'autre, et puis vous savez que justement en mathématiques, dans l'algorithmie, le grand problème c'est la terminaison des algorithmes. C'est exactement la même chose. C'est comment ça se termine. Parce que comment ça s'incrémente, c'est facile, vous donnez des éléments, mais pourquoi ça se termine? Ça se termine parce qu'il y a une fin. Et là, pour trouver la fin, il fallait justement faire une intervention par Oreste. Alors, le problème, c'est que pour faire venir la fin, il fallait que quelqu'un résiste. Bon. Mais comment on peut montrer que quelqu'un résiste? Eh bien, il fallait montrer quelqu'un qui ne résiste pas. Donc, la sœur. C'est la même thématique qu'on a avec Antigone Ismène. Donc là, en fait, on a Électre et Chrysothémis. Plus vous montrez que la sœur est lâche, plus vous montrez que l'autre est courageux. C'est la technique qu'on retrouve aussi en peinture, chiaroscuro. Donc si vous voulez créer une masse blanche, vous noircissez à côté. Elle vous paraît beaucoup plus blanche. Donc, de même barbe aussi. Donc l'idée, c'est en mettant Chrysothémis, c'est très simple, tout ce qu'a dit Chrysothémis. Alors, pour vous surprendre, je prends le texte de Chrysothémis, je l'enlève, et vous lisez simplement le texte de Chrysothémis. Vous trouvez que c'est quelqu'un de tout à fait sensé, complètement social, qui aime son père, sa mère, enfin tout le monde, ses frères et ses sœurs, et il n'a pas de marteau. Donc, quelle est l'idée? C'est que si vous la lisez hors contexte, vous avez l'impression que c'est quand même un individu social parfaitement bien. Vous le remettez dans le contexte. C'est une collabo. C'est quand même magnifique, vous voyez? C'est le même schéma. Donc ça veut bien dire en fait que la mise en place se fait par le cadre. Le cadre est une sorte de puzzle. Donc quand vous mettez une pièce de puzzle toute seule, peu importe comment vous les mettez, après quand vous voulez la remettre, vous pouvez la mettre qu'à un endroit. Et même pas à un endroit, vous pouvez la mettre que dans une certaine position. Bon. Donc, quand vous prenez un collabo, bon, en France, vous ne connaissez pas ce terme, ça n'existe pas, il n'y a que des résistants. Mais bon, imaginons un autre pays, par exemple, où il y a des collabos, à un moment dans l'histoire. Et vous essayez de voir leur vie. Vous les trouvez normales, hein, leur vie. Tout à fait. C'est tellement normal que c'est affligeant. Mais en fait, on ne se rend pas compte que le collabo est simplement quelqu'un de normal qui ne répond pas à une situation anormale. Il continue à être normal. Il continue à faire ce qu'il aurait fait dans une condition normale. Oui, il ne se met pas du tout dans un moment de guérilla, de maquis, etc. Il ne va pas dans la montagne, il ne fait rien. Il est normal, quoi. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple Jean Moulin, ça vous connaissez. Mais il est anormal. C'était un type anormal dès le départ, quoi. Ça se voit. D'accord? C'est vraiment, il donne des valeurs humaines, il ne se préoccupe pas de la société. Quand on va lui dire, ils vont demander à tous les préfets de France de faire quelque chose par rapport aux nazis, il va faire partie des deux qui vont dire non. Or, si vous réfléchissez bien, c'est quand même bien le même positionnement. L'équivalent en haut, c'était Créon. Et d'un seul coup, vous avez Jean Moulin en tant que préfet. Enfin, vous êtes à la mairie. Vous pouvez bien comprendre ça. Ce que je veux dire, c'est que si d'un seul coup, par exemple, on est envahi par un pays quelconque, et le maire vous dit de faire ça, si vous continuez à faire votre travail, et ça, on l'entend souvent dans l'espace mental du collabo, moi je faisais mon travail. Mais justement, c'est ce qu'on te reproche. C'est d'avoir continué à faire ton travail.
Donc, vous voyez, si vous continuez à faire vraiment conseiller municipal, adjoint, culture, tout ça, oui, mais culture de quoi? Parce que si c'est par exemple la culture nazie, la culture stalinienne, et l'autre continue à faire son travail, s'il fait des pièces de théâtre qui sont pour la promotion de l'espace nazi et stalinien, ben, il fait son travail de metteur en scène. Hein. Ah oui, mais bon, c'est pas Brecht alors. Ce sera, voilà. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Electre, on sait dès le départ qu'elle est anormale. Elle n'est pas du tout un espace social, c'est un individu de la révolte. Mais c'est une révoltée. Pas une révolutionnaire. Ça, c'est encore un autre problème. Le révolutionnaire, c'est le reste. Et c'est un peu surprenant parce que, vous savez, Brel dit, l'avenir se moque bien des révoltés. C'est une révoltée, mais voilà, elle est par nature, elle est comme ça, elle se révolte. Très bien, mais en fait, ça ne change rien. Le révolutionnaire, c'est pas forcément quelqu'un de révolté, mais c'est quelqu'un qui va changer la donne des choses. Voilà. Donc, si vous regardez leur vie en parallèle, vous regardez donc, imaginez qu'on ait deux pièces de théâtre en parallèle, la vie d'Electre et la vie de reste. Et vous les regardez en permanence comme ça, jusqu'au moment où ils se rencontrent. Là, vous avez une révoltée, et là, vous avez un individu normal. Parce qu'il est en exil, il ne faisait rien de spécial, hein. Il était simplement en exil. Bon, quand ils vont venir, celui qui va décider de commettre le crime, ça va être l'individu normal qui se comporte de façon anormale dans une situation anormale. Vous voyez? Il est un petit peu poussé par Electre, quand même, pour commettre ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est là qu'il devient anormal. L'autre, elle est naturellement anormale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le révolutionnaire, souvent, provient d'une normalité qui devient anormale pour faire un changement de phase. L'autre, de toute façon, elle était anormale. Alors, je vous donne un exemple classique. Je faisais une conférence en Grèce, donc je disais du bien d'Antigone, etc., etc. Enfin, vous imaginez, tout le monde dit du bien d'Antigone. Et à un moment, donc, la salle, ils étaient plus nombreux. Et ils ont dit, non mais c'est pas pour la qualité et la quantité, c'était simplement, je leur ai dit, qui d'entre vous aurait aimé avoir Antigone comme fille? Après avoir dit que c'était très bien, personne. Personne. Parce qu'ils se sont dit, ça c'est un garçon manqué, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, alors imaginons qu'on n'ait pas de problème et on voudrait avoir cette fille. Non, on n'en veut pas. Non, ils préféreraient tous qu'ils se mènent. Je ne vous fais pas parce qu'on est trop peu de coach pour vous compter, mais c'est ça l'idée. Vous voyez, on aime bien. Comment dire? On va au cinéma voir un film magnifique, 2 heures, et après on rentre vite chez soi pour avoir sa série. Parce qu'on n'irait pas voir un film de 4 heures, 5 heures, 18 heures. Par contre, faire une série qu'on regarde pendant 5 ans, ça ne pose pas de problème. Parce qu'en fait, elle est très compatible par rapport à notre vie. L'autre, c'est bien, c'est beau tout ça. Et c'est, pour ton Juin, c'est bien l'amant, c'est magnifique. Mais on ne se marie jamais avec son amant. Parce qu'il faut que ça soit exceptionnel. On prend le mari parce qu'il faut que ça soit courant. Voilà. C'est un mari, oui, ça n'existe pas l'amant long. Vous voyez? C'est comme un film magnifique, ça n'existe pas des films magnifiques de 50 heures. Ils ont une durée, voilà, il faut que ça soit exceptionnel. On accusait par exemple, Berlioz d'avoir des moments plats dans ses symphonies. Il dit que c'était pour voir le reste. C'est toujours beau. Vous ne pouvez pas dire que ça c'est très beau, parce que c'était déjà là. Si vous avez, là on trouve c'est magnifique. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cet espace de configuration entre principe et valeur, entre société et humanité, ça va avoir un positionnement de rupture et de changement de phase au moment où on va avoir quelque chose de choquant. C'est-à-dire que si par exemple on vous disait, comme ça, comme phrase, voilà, c'est l'histoire d'un fils qui a tué sa mère. Que vous le vouliez ou pas, vous avez déjà une approche négative. Parce que c'est pas normal ça.
Après, si on contextualise en disant, par exemple, sa mère le tabassait, le tuait, enfin le découpait en morceaux, et puis d'un seul coup, il s'est révolté, il l'a tué, bon, allez, on va dire circonstance atténuante, crime passionnel, mais on ne pourra pas l'accepter dès le départ. Parce qu'on est quand même dans une société. On trouve que ça, c'est pas normal. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que elle est anormale dès le début. C'est quelqu'un qui ne se soumet pas, c'est une insoumise. Et cette insoumission va permettre de donner le temps à quelqu'un de normal de devenir révolutionnaire au moment où il va être en contact avec elle. Parce qu'au départ, il ne vient pas pour tuer. Ça, c'est magnifique aussi dans le mythe. Alors que c'est un mythe où on travaille sur la terminaison, il ne vient pas pour conclure. Et c'est normal parce qu'il n'est pas au courant de tout. C'est au fur et à mesure qu'il va être au courant de tout, qu'il va se transformer petit à petit et dire finalement, il faut que je le fasse. On a des choses à l'envers. Par exemple, dans le malentendu de Camus, c'est à l'envers. Il y a la sœur qui veut vraiment le tuer, la mère qui ne veut pas trop, puis finalement, la sœur finit par trouver son frère sympathique, et puis à un moment, il y a un déclic, elle ne le trouve pas sympathique du tout. Et là, elle dit, oui, ben, on va continuer, on va le tuer. Elle convainc sa mère de le faire. Hein. Donc, là, c'est à peu près pareil. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on ne se positionne pas sur des schémas de valeurs en opposition au principe, c'est très facile d'aller à l'envers. Et là, on voit bien que dans la création du mythe, c'était très important de dire que le juste, c'est Oreste. Donc pourquoi il est juste? Parce qu'au départ, il était victime, innocent. Et il se transforme en juste parce qu'il va être obligé de commettre un crime odieux, affreux, horrible, mais nécessaire. Parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Ce qui est assez intéressant, vous pourriez vous poser deux questions, puisque Pilate est vraiment le symbole de l'ami, pourquoi c'est pas Pilate qui le tue? Ça aurait simplifié les choses, on pourrait dire, mais ça ne serait pas un algorithme de terminaison. Il fallait, parce que Pilate n'était pas innocent. Il avait été accusé de rien du tout. Il ne vient pas en tant que coupable. Pour être innocent, il faut être né coupable. Si vous n'avez pas la possibilité de naître coupable, vous ne pouvez que devenir juste. Vous voyez, un juste, il ne peut pas devenir innocent. Parce qu'il l'aurait été déjà. Par contre, un innocent, dans certains cas exceptionnels, peut devenir juste. Et là, c'est l'exemple qu'on a avec Oreste. Donc, vous voyez maintenant, j'espère vous convaincre au fur et à mesure, en utilisant de la dialectique et pas de la rhétorique, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est, vous voyez, vous souriez. Donc, c'est de dire que le schéma réel, c'est les frères et sœurs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne fait pas beaucoup intervenir le pédagogue pour l'instant. Alors, si vous voulez, en termes plutôt cognitifs, on pourrait dire que Oreste et l'être, c'est comme des enfants surdoués qui sont capables de faire plus de choses que ce qu'ils sont dans leur tête, qui comprennent, qui peuvent le faire, mais il faut que quelqu'un les dirige. Et là, c'est le pédagogue, le travail du pédagogue. Alors, le pédagogue, c'est assez surprenant, parce qu'il existe, ce personnage. Donc, dans la pièce, on l'a un peu plus mis en avant, c'est comme si c'était lui-même qui faisait le prologue et l'épilogue. Le pédagogue, c'est celui qui explique. Le pédagogue, c'est celui qui explique, pas qui enseigne. Parce que vous enseignez à des enfants normaux, vous n'enseignez pas à des enfants surdoués. En fait, à des enfants surdoués, vous leur expliquez les problèmes qu'ils posent. C'est eux qui vous posent les problèmes et vous expliquez. Alors qu'en fait, les autres n'ont pas de problème et on leur enseigne. Oui. Bon. Je reprends une thématique qu'on peut voir, par exemple, ce qu'on appelle la division chez Bouddha. Alors, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. On les laisse tranquilles.
Donc il y a des gens qui savent, qui ne savent pas. Ils savent. On leur enseigne. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'ils savent. C'est ça le cas. On les réveille. Et il y a des gens qui savent, on les suit. C'est les maîtres. D'accord? Donc dans ces catégories, j'espère que tout le monde a compris que ce n'est pas 25%. Hein? Voilà. Et donc, c'est très facile. Parce que vous pourriez vous poser la question, c'est dans quelle catégorie je suis? Non mais c'est vrai, vous allez voir, c'est super autoréférent. Si vous ne vous posez pas du tout la question, vous savez déjà dans laquelle vous êtes. Maintenant. Si vous vous posez la question dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes dans les deux intermédiaires. Si vous connaissez la réponse, vous êtes dans l'autre. Vous voyez? Donc voilà, dès que vous entendez en fait ce questionnaire, vous savez tout de suite. Voilà. Donc c'est pas je ne sais pas, je ne réponds pas, c'est je sais, je ne réponds pas. C'est différent. Donc là, la thématique, c'est le pédagogue, c'est celui qui est dans l'espace du sens, mais pas du pouvoir. Donc il est dans le savoir. Voilà. Donc on a en même temps donc, un homme qui est dans le savoir, mais qui est incapable de prendre le pouvoir. Donc lui, en fait, il vit en tant que résistant, je dirais, passif. Alors qu'est-ce que ça veut dire un résistant passif? Vous allez me dire, c'est facile, c'est un résistant, tout le monde peut devenir un résistant passif. Non, le résistant passif, c'est ce qu'on appelle un processus catalytique. C'est-à-dire que si vous mettez les éléments qu'il faut dans votre cadre, il y a une réaction. D'accord? C'est le catalyseur. Donc il peut y avoir des éléments, donc les éléments ils sont là, il ne se passe rien. Vous mettez le catalyseur, réaction. Mais le catalyseur, personne ne réagit avec le catalyseur. Le catalyseur, il va rester. C'est exactement en fait l'espace du maître. Donc en fait, c'est un maître de savoir. Le savoir est une forme de pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir. Dès qu'on passe dans le pouvoir, on a une dégénérescence de la notion du maître. Parce que là, il devient exécutant. Voilà. Donc maintenant, en termes de réalité conceptuelle, on a la réalité, l'action, la vision, l'utopie et l'impensable. Oui? Non. Alors, donc dans ce cadre-là, la réalité, nous on est tous dans la réalité, quand on veut élire un homme politique, il faut qu'il soit capable de faire au minimum l'action. Et pour qu'il fasse l'action, il faut qu'il ait une vision. Alors, pour qu'il ait une vision, il faut qu'il ait défini qu'il y a des choses qui sont utopiques et d'autres qui peuvent se faire. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il est visionnel. S'il est utopie, ce sera à un autre niveau. En fait, dans l'espace des maîtres, c'est beaucoup plus haut encore, c'est les gens qui sont capables de transformer l'impensable en utopie. Parce que l'utopie, en fait, vous pensez, vous dites c'est pas possible. Alors que l'impensable, vous n'avez pas pu le penser. C'est impensable. Donc personne ne peut être contre l'impensable. Être contre une utopie, c'est idiot, parce que de toute façon, ça ne peut pas se réaliser. Alors qu'être contre une vision, c'est possible. Vous voyez, dès qu'on peut être contre, ça veut dire qu'on est à un niveau. Si on ne peut même pas être contre, c'est qu'on est en dessous. Donc, Clytemnestre, Égiste, et même Agamemnon, ne peuvent pas être contre le pédagogue. Parce qu'il est au-dessus et il ne rentre pas en contact avec eux. Donc il est dans un espace complètement différent, c'est une noosphère. Hein. Par contre, lui, il est capable d'influencer les gens qui sont par le bas, qui sont capables de faire acteur. Donc c'est un peu le rôle aussi du metteur en scène. Hein. C'est-à-dire que le metteur en scène, quand vous allez dans une pièce de théâtre, il est nulle part. Heureusement, dès qu'on le voit sur scène, c'est qu'il y a un problème. Surtout en répétition. Donc, pourtant, il est partout. Parce qu'en fait, quand on pose la question à l'acteur, pourquoi tu as mis ton pied comme ça, c'est parce que il m'a dit. D'accord? Donc en fait, l'actant, il est à un autre niveau. Donc on a deux acteurs, mais il nous faut une mise en scène. Alors la mise en scène, justement, c'est le pédagogue. C'est le pédagogue qui va être l'aspect catalytique. C'est-à-dire que normalement, quand Electre, parce que quand tu disais Daniel que Electre va l'influencer, elle ne peut pas l'influencer de niveau dialectique, même pas faire de la méotique. Pourquoi? Parce que comment le convaincre comme ça,
qui peut tuer sa mère. Il faut utiliser une dialectique qui va provenir en fait du savoir du maître en disant qu'il va y avoir une bifurcation entre les valeurs et les principes. Donc c'est vrai que tuer sa mère, c'est contre les principes, mais cet acte-là peut être un acte de valeur dans un cadre plus grand. Et donc là, on va avoir une autre différence fondamentale qu'on voit toujours dans les tragédies, si vous voulez. On a l'aspect tactique, opérationnel et stratégique. Et la stratégie peut être à l'encontre de la tactique. Vous voyez? Madame est surprise. Je vais lui donner un exemple pour vous montrer comment ça peut se passer de façon vicieuse. Vous avez devant vous 4 personnes. Alors on va les mettre ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. On va les faire jouer au jeu d'échecs. Donc ces deux-là comme ça, ces deux-là comme ça. Eux, ils sont pas au courant. Nous, on est au courant. Alors regardez de quoi on est au courant. Ils sont censés jouer, mais notre règle, qu'on leur a imposée, c'est l'équipe dont l'un des joueurs perd le plus vite à gagner. Vous voyez comme c'est vicieux ça. Je renseigne déjà ça peut être utilisable ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau local, moi je vais voir ces deux personnes-là, et elles vont jouer au jeu d'échecs, je dis bon voilà, et quelqu'un a gagné entre les deux, et je dis voilà, donc l'autre a perdu. Je fais la même chose là-bas. Au niveau tactique donc, bas, j'ai l'impression que j'ai deux confrontations. Au niveau stratégique, haut, j'ai en réalité deux couples qui collaborent pour lutter l'un contre l'autre. Et ça va leur faire faire des choses absolument anormales. Pourquoi? Parce qu'au jeu d'échecs, normalement, on est censé gagner l'autre. Donc là, il faut que les deux couples s'arrangent et disent je vais jouer comme ça, toi, tu pourras me gagner plus vite. Si tu me gagnes plus vite, on pourra vaincre les autres. Et là, ça va être justement ce genre de thématique qu'on va avoir entre Oreste, Électre, Chrysothémis, Pylade. C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué de voir au premier niveau comment quelqu'un joue. Alors on se dit, voilà, si c'est simplement convaincre l'un des deux de perdre, si maintenant on vous explique, vous êtes d'accord, dans le groupe des 4, que deux d'entre vous vont accepter de perdre. Si vous êtes en plus au jeu d'échecs, il y a noir et blanc, sachant que l'un joue l'un après l'autre, ça peut être stratégiquement important de savoir quelle est la couleur du perdant, pour voir si on ne peut pas gagner un coup de plus. Parce que ça fait des demi-coups. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous regardez ça simplement au bas niveau, vous avez l'impression que l'un tue l'autre, l'autre tue l'un, etc., et ça continue comme ça. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut faire une métavision, c'est-à-dire monter plus haut, et voir comment on peut régler ça par le haut. Donc c'est le problème de l'écriture au niveau du scénario, comment conclure. Et là, ce qui est important justement dans Oreste et Électre, c'est de se rendre compte de ce changement, de ce méta, de ce passage au méta. Qu'est-ce que c'est le passage au méta? C'est par exemple Socrate. Quand Socrate, quand il dit « je sais que je ne sais pas », est-ce que vous avez tous remarqué que le verbe savoir n'a pas le même sens dans les deux occurrences? Parce que, si vous ne l'avez pas remarqué, imaginons, on fait l'essai. Donc je sais que je ne sais pas. C'est très simple. Si vous êtes au bas niveau, vous dites « il se fout de notre gueule ». Parce que s'il sait qu'il ne sait pas, il sait au moins une chose, c'est qu'il ne sait pas. Donc il sait. Donc c'est pas vrai qu'il ne sait pas. C'est un menteur. Voilà, mais il n'était pas crétois. Donc, ce n'est pas ça. C'est que le fait de savoir qu'on ne sait pas n'est pas un savoir. C'est un méta-savoir. Vous pouvez connaître les règles du jeu d'échecs sans être capable de jouer. Vous avez en fait un méta-savoir des règles. C'est-à-dire qu'on vous a décrit toutes les règles, et en fait, si on vous faisait jouer, ce serait une catastrophe, parce qu'en fait, vous n'avez pas réussi à les mettre ensemble. Donc maintenant, vous pouvez dire, voilà, quelqu'un vous apprend les règles, et là, vous pouvez dire, je sais que je ne sais pas jouer au jeu d'échecs. Alors, vous allez me dire, mais comment tu sais que tu ne sais pas jouer? C'est complètement différent de quelqu'un qui ne connaît pas les règles. Voilà.
Donc ce méta-savoir est très important, et justement, le pédagogue est capable de ce méta-savoir. C'est-à-dire, il est capable, finalement, d'intervenir en tant que catalyseur et de dire que le crime que va commettre Oreste n'est pas un crime du même type que les autres crimes. Parce que c'est ça notre grand problème. C'est la catégorisation des crimes pour la stratégie. Par exemple, Prométhée est un voleur. Alors, pas de poule, mais de feu. Mais c'est quand même un voleur. Vous voyez, un génocideur n'est pas un criminel. C'est un génocideur. Parce que si vous dites juste criminel, hop, vous le remettez plus bas, et donc c'est des crimes comparables. Donc là, ce que j'essaie de vous mettre en place, c'est la notion d'incomparable. Il faut que le crime d'Oreste soit incomparable pour qu'il soit clos, l'espace. Pourquoi? Parce que tout ce qui est comparable permet une suite. Et là, il faut qu'il n'y ait pas de suite. Donc comment trouver un acte qui n'a pas de suite? Et là, on va avoir justement l'intervention du procès. Donc en fait, il va commettre l'acte. Il va y avoir un procès. Donc en fait, le procès, soyons honnêtes, c'est vraiment l'exemple d'un Deus ex machina. Donc on a d'un seul coup une suprastructure qui intervient, qui dit d'accord, bon, ça s'est bien passé comme ça, c'est vrai, tu es coupable, machin, mais on accepte que tu vas être innocenté. Alors comment accepter d'innocenter? C'est très difficile, mais même à l'heure actuelle en fait. Par exemple, qui a le droit de décider qu'on peut innocenter quelqu'un de coupable? Est-ce que quelqu'un qui est innocenté est innocent? Quand vous êtes au niveau social, après le pâquerette, quand vous dites qu'il a été innocenté, ça veut dire qu'il était innocent. Mais là c'est faux puisqu'on sait que c'est un criminel. D'accord? Donc il ne peut pas être innocenté. On savait qu'il était innocent parce qu'il était coupable. Après, il est innocenté parce qu'il est criminel. Et c'est ça que vous décrit la tragédie, c'est ça qui est quand même formidable. Parce que ça, si vous le replacez dans un contexte social habituel, vous dites c'est impensable. Et c'est justement parce que c'est impensable que ça a été écrit et que c'est resté. Voilà. Donc, et imaginez en plus, Sophocle a écrit 97 pièces, on en a retenu 7. Et puis bon, les pièces pas du tout importantes, hein, vous voyez. Antigone, Oedipe, tyran, roi, Électre, oui. Essayez d'imaginer par exemple un auteur contemporain qui a écrit 97 pièces, d'un seul coup on lui en vire 90, et les 7 qui restent, ben, on s'en souvient 2500 ans après. Ça fait quand même ça fait un sacré challenge, hein, quand on dit. Donc, l'idée c'est de dire quoi? C'est de dire qu'il faut trouver vraiment quelque chose de complètement impensable pour avoir une fin. Alors, par exemple, puisqu'on a pris la position de la thématique du jeu d'échecs, le jeu d'échecs s'arrête sur le mat. Mat, ça veut dire la mort. Hein, ou sur le pat, parce qu'il y a une impossibilité de bouger, ou sur la répétition de coups. C'est-à-dire qu'en fait, on a prévu que ben, si on n'arrive pas à le tuer, il faut quand même prévoir qu'à un moment ça s'arrête. Voilà. Donc, prenons l'exemple concret, c'est que qu'est-ce que c'est un mat? C'est le dernier geste possible pour que ça soit irréversible. Irréversible. Voilà. Donc c'est fini, mais après c'est pas la peine de jouer. Voilà. Bon. Donc, quel est le problème ici? C'est comment engendrer dans des processus qui pourraient être réversibles, alors réversibles, faussement réversibles, c'est-à-dire je tue, tu tues, il tue, je me tue, etc. Voilà. Et d'un seul coup, il faut qu'on s'arrête. Donc ça, c'est vraiment la nécessité dans l'espace de l'opposition sociale humaine, c'est la justice. Alors le problème, c'est est-ce que c'est la justice formelle
Est-ce que c'est la justice divine ou est-ce que c'est la justice humaine? Et donc là, on a vraiment un jeu de position. Alors pour pouvoir défendre la justice humaine, des fois il faut faire intervenir un avocat Dieu. Donc on fait intervenir Athéna. Et c'est quand même aussi un peu surprenant, si vous réfléchissez bien, évidemment quand on est une vision monothéiste, on ne peut pas s'amuser à faire ça, parce que c'est pas possible. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Imaginez qu'il y ait deux dieux. Dans la même religion, je veux dire, ne comparez pas, voilà, dans deux dieux. Voilà. Bon. Il n'y en a que deux. Je fais exprès. Est-ce qu'ils sont toujours d'accord? Est-ce qu'ils peuvent être en désaccord? S'ils sont en désaccord, qui va régler le désaccord? Vous avez énormément de problèmes qui apparaissent. En réalité, les visions monothéistes, ça simplifie les choses. Parce qu'il est seul. Donc, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, de toute façon, c'est l'unanimité absolue. Mais maintenant, essayez de vous replacer dans le contexte de l'Antiquité grecque, où il y en a au moins 12, plus les autres. Vous imaginez, par exemple, justement, en Inde aussi, ceux qui ont vu par Avatar, vous imaginez le contexte. Donc, en fait, ce qu'on appelle maintenant, nous, de la théorie des jeux, où lui, il a raison, lui, il a raison, lui, il a un peu moins raison, mais enfin, quand ils sont ensemble, ils ont tort, et s'ils étaient de l'autre côté, ils ne seraient pas pareils. Donc, si vous voulez le coder aussi dans l'histoire française, par exemple, je donne des noms au hasard, qui avait raison? C'était Pétain ou Jean Moulin? Est-ce que Pétain a signé l'armistice? Oui. Bon, ben, s'il l'a signé, donc il s'est soumis. Donc c'était complètement un cadre formel. Oui, mais alors après, est-ce que le général de Gaulle, il était pour Pétain, contre Pétain, pour Jean Moulin, contre Jean Moulin? Et dès que je veux commencer à mettre un peu plus de personnages, Laval. Ben vous allez vous rendre compte que ça commence à devenir compliqué après de décider qui fait quoi. Et là, c'est exactement pareil. Sans l'intervention en réalité d'Athéna, où on prend comme par hasard une déesse et une déesse. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas pris un dieu, on a pris une déesse. Et c'est assez drôle parce que Zeus regarde ça d'en haut et permet au dieu de jouer le rôle d'avocat. Vous savez qu'en fait, dans l'Antiquité grecque, on a même des condamnations de Dieu. C'est magnifique quand vous réfléchissez de façon formelle. Par exemple, la Cour suprême en France, l'équivalent, l'appellation de la Cour suprême en Grèce, s'appelle encore maintenant l'aréopage. L'aréopage, c'était là où il y a eu la condamnation d'Arès, qui a été jugé. Si vous allez à l'Acropole, il y a un rocher à côté. C'est là qu'on appelle aréopage. Et maintenant, la Cour suprême grecque a le même nom que ce qu'on appelle la Cour qui pouvait être capable de juger Arès. C'est pour vous dire, pas seulement messieurs, il faut la notion de procès. Et donc là, vous vous rendez compte que l'affirmation de ça permet de dire qu'on est complètement hors du cadre de l'espace mycénien. Alors en fait, quand on a écrit la pièce, on a fait une fusion des trois thématiques, parce que chacun des auteurs a des morceaux qui sont corrects. Alors je parle de correct au sens historique, au sens mycénien. Donc il y a des morceaux qui tiennent, et d'autres qui étaient, on voit bien que c'est des rajouts. C'est un peu comme si on faisait de la restauration, si vous voulez, d'un monument archéologique. Vous savez bien qu'à des certaines époques, on a même mis du béton, même à Fourvière, à l'Odéon. On a des morceaux qui ont été saccagés, d'autres qui ont... En fait, des fois, les restaurations, c'est des fois le pire. La restauration, par exemple, de mosaïques, c'était une catastrophe. Si vous allez à Saint-Romain-en-Galles, avant, on mettait les mosaïques sur du ciment. Après, on s'est rendu compte, en fait, que les tesselles pompaient le ciment. Donc on faisait ça pour les protéger, et c'était le pire qu'on pouvait faire, parce que vraiment pour abîmer une tesselle, c'est dur. Hein.
Mais si vous la mettez incrustée dans du ciment, vous la changez de nature. Donc là, c'est exactement la même chose. On a voulu, si vous voulez, reprendre les trois. Donc en faisant la relecture, d'abord il y a quelque chose qu'on fait toujours en littérature comparée et même ancienne, c'est que vous partez du principe que les trois textes sont corrects. Et puis vous regardez, vous croisez quoi. Et quand vous trouvez deux qui disent la même chose et l'autre qui ne dit pas la même chose, vous commencez à vous poser la question. Qui dit quoi et pour quelle raison? Donc, on a l'aspect philologique, on sait le régler. Donc, on a enlevé, si vous voulez, le substrat athénien, spartiate, consensuel de la société locale pour faire réapparaître le mythe essentiel, mycénien, avec ce processus. C'est assez intéressant aussi, ce que je vous disais au début, c'est que la déesse Athéna existe dans l'espace mycénien. Ils n'ont pas mis Aphrodite, par exemple. Alors, un autre point intéressant, le choix d'Athéna. C'est pas dû au hasard. Parce que Athéna, c'est la seule femme qui n'est pas vraiment normale, parce qu'elle est née de la tête. D'accord? Et oui, elle est née de la tête. Mais elle est née de la tête. Vous vous rappelez exactement pourquoi? Enfin, comment? Vous vous rappelez? Tani, elle a fait un effort. Vous savez de moi. Ben oui, c'est l'Antiquité grecque, ça c'est. Bien sûr. Donc Zeus a des mots de tête. D'accord? Et voilà, je vous ai mis sur la route là normalement. Alors, voilà, mais qui? Chronos. Non, il est bien mort, le pauvre vieux. Tu sais bien. Pour qui est Zeus? Il l'a éliminé, Chronos, qui bouffait tous ses enfants. Voilà. Non, c'est Prométhée. C'est fou, hein? C'est Zeus donc Prométhée son conseiller, et c'est à lui qui va lui permettre de lui fendre la tête à coups de hache. C'est comme ça que va naître Athéna, attention, petit détail, armée. Parce qu'on fait les choses simples en Grèce. Il est déjà habillé, il ne faut pas être nu comme Aphrodite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même la déesse de la pensée. Donc c'est pas par hasard qu'on fait interroger, c'est vraiment, le choix est hyper judicieux. C'est une femme, c'est une déesse, et sa caractéristique c'est la pensée. Ah, c'est difficile de faire mieux. En cours de justice, on l'aimerait bien comme avocate. Hein? Parce que vous voulez la critiquer sur quel point? Parce qu'elle s'en fout d'être belle. Elle ne connaît pas la pomme parce qu'elle ne l'a pas eue, tant pis, donc pas de discorde. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est assez intéressant d'avoir une Athéna guerrière, etc. C'est important, on comprend bien dans les civilisations, mais que c'est l'espace mental qui soit prédominant, c'est en fait, elle est stratège. D'accord? Et c'est ça qui va lui permettre d'aider l'acteur Héraclès, parce que c'est Héraclès qui va tuer l'aigle qui mange le foie de Prométhée, mais il ne peut pas l'enlever du roc, sauf que Athéna a pensé que si il a un anneau de pierre, eh ben, il pourra être libéré. Donc c'est vraiment l'espace de la stratégie mentale, avec l'acteur qui intervient dans la mise en scène. Et c'est pour ça que notre idée, c'était de mettre vraiment en évidence les chaînes, donc Oreste et Electre, qui sont reliés, si vous voulez, par le substrat du catalyseur, donc du pédagogue, mais au-dessus de ça, au-dessus du catalyseur, au-dessus du pédagogue, il y a encore Athéna. Et vous vous rappelez aussi que Athéna, c'est la protectrice d'Achille, c'est la protectrice d'Ulysse. Donc, si vous voulez, ceux qui vont commettre des actes héroïques très difficiles à chaque fois, il faudra qu'ils soient pensés. Donc ça, on le retrouvera dans le cadre de nos autres conférences, mais je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Vous êtes... voilà. Donc je voulais vous remercier pour tous les efforts que je pense que...
qu'après, Nawal, elle va me dire que je ne l'ai pas dit finalement. Elle m'avait dit de le dire. Non, non, mais moi, je n'ai même pas le trou de mémoire, je ne le sais pas du tout. C'est le 16 mai, prochain. Non, non, mais si la phrase se termine par je crois, c'est toujours. Je suis sûre. C'est le 16 mai, Achille et Pentésilée. Voilà, et Pentésilée, Achille et Pentésilée. Voilà, à 19h. Et le 15 juin. Oui, c'est le pouvoir, hein, elle fait ce qu'elle veut. Et le 15 juin. Le 15 juin. Voilà. Donc on continuera cette série. Si vous voulez voir le texte, il faut aller sur la page web et vous cliquez. Ah, Le 16 mai, le 15 juin. Voilà, donc si vous voulez, donc, pour voir le texte, ce dont on a parlé, donc vous allez